associée à ce beau forum et de m'avoir permis de rencontrer pas mal d'amis. Alors, je vais proposer au fait une analyse psycho-historique. Je commencerai, ne craignez rien, je vais lire un texte et ça, je respecterai le temps qui m'est imparti. Je commencerai par une paraphrase de Gramsci. Un monde où régnait l'angoisse identitaire s'éteint, un autre n'a pas tardé à venir, mais nous tardons à le voir. Ceci est mon hypothèse principale. Pour dire les choses simplement, je vois, ou plutôt j'entends, surtout dans ma pratique d'enseignement à l'université et dans ma pratique de psychanalyse, j'entends dans les discours des jeunes maghrébins, arabes, et surtout tunisiens, les marques d'une sortie de la construction identitaire arabo-islamiste, d'une hybridation des appartenances et d'une construction d'autres identités que je qualifie de dissidentes. L'angoisse identitaire est liée à la modernité, ça a été démontré, et s'accompagne d'un fantasme de perte de l'identité. Le fantasme est une construction imaginaire, mais qui est très importante, obsédante. C'est une position psychique de nature mélancolique. Non pas parce qu'elle est triste, parce qu'elle engendre des passions tristes, c'est pas ça la mélancolie, c'est pas seulement la tristesse, c'est faux. La mélancolie, c'est repose sur la perte totale d'un objet total. Je vais expliquer. La perte, elle est totale parce qu'elle n'aboutit pas à un deuil. Et l'objet est total parce qu'il est grandiose, il est absolu. C'est ça la mélancolie. Et d'ailleurs, Freud oppose deuil et mélancolie. Donc quand l'objet est énorme, absolu, très important, on ne peut pas faire le deuil et on est dans le schéma mélancolique. On ne peut pas faire le deuil, donc on ne peut pas accepter la perte de cet objet. Cet objet est inentamé, inhumain et absolu, puisqu'il s'agit dans l'islamisme, dans cette angoisse arabe, donc disons de la perte des origines. Il s'agit des origines érigées en idéal et en projet. Un projet délirant, d'ailleurs, de retour aux origines, c'est ce que prônaient les islamistes et les arabistes aussi, par moment. Si on tente d'écrire l'histoire de cette angoisse et de ce fantasme, on dirait rapidement qu'il a d'abord accompagné l'abolition du califat et l'apparition des mouvements islamistes successifs. Ça a commencé par le mouvement des frères musulmans, de 1928, jusqu'au dernier avatar consistant, qui est le djihadisme et qui est les attentats terroristes du 21e siècle. Cette angoisse a été exacerbée par la défaite arabe contre Israël en 1967. Cette défaite ayant rajouté de la force au sentiment d'indignité et au contraire d'autoglorification, c'est une oscillation caractéristique justement de la mélancolie. Les marques de cette angoisse sont sur le plan du discours officiel, la fétichisation des spécificités culturelles ou religieuses au nom desquelles les pays arabo-islamiques émettaient, comme vous le savez tous, des réserves aux droits humains et surtout à l'égalité entre les hommes et les femmes. Une autre marque de cette angoisse, on suppose depuis j'ai travaillé sur des textes qui montrent que depuis les années 80 apparaît l'idée de l'humiliabilité d'Allah et du prophète. Un postulat qui n'a jamais existé auparavant. Parce qu'auparavant, on accusait simplement les libres penseurs
imposteurs ou les hérétiques d'apostasie, sans jamais prétendre qu'ils nuisent, qu'ils portent préjudice à Allah ou à son prophète. Dernier symptôme, dernière marque de cette angoisse, l'identité y est vécue sur le mode de l'avoir plutôt que sur le mode de l'être. Je ne suis pas suffisamment musulman parce qu'on m'a ravi mon islam. J'ai perdu mon islam. Donc c'est essentiellement le mode de l'avoir. Alors que les identités mondes sont vécues sur le mode de l'être, pas de l'avoir. D'où la surenchère de toujours plus d'islam. Sans parler du surmusulman. Je précise maintenant les termes de l'hypothèse que j'aimerais discuter avec vous. Malgré toutes les apparences, cette angoisse identitaire n'est plus prégnante chez les jeunes. Je pense que le djihadisme agit comme un souvenir écran qui cache le reste, c'est-à-dire l'autre jeunesse, qui n'est pas terroriste, qui n'est pas soumise à la tentation du départ et du gilet. Alors que les djihadistes représentent une minorité infime. Je pense qu'on a beaucoup parlé, beaucoup étudié la jeunesse djihadiste, mais très peu cette autre jeunesse qui n'est pas entraînée dans ce fait. Bon, je ne dis pas que le terrorisme est derrière nous, mais je dis qu'il n'est plus, je ne le vois pas à l'horizon. Je ne l'entends pas chez beaucoup de jeunes. Nous remarquons d'abord que les dualités qui ont structuré nos vies à nous, ceux qui sont de la génération, et nos univers du discours, à savoir les deux oppositions, tradition versus modernité et laïcité versus islam politique, ne sont plus de mise. Ce n'est pas le problème déjà, de la plupart des jeunes que j'entends. C'est l'hybridation qui l'emporte. Une hybridation qui rappelle le geste du zapping, ou bien qui est vécu sur un mode numérique, où il y a l'instantanéité, la suppression, le téléchargement, la réactivation. Par exemple, quand vous dites je réactive aujourd'hui mon appartenance à Nazir, et demain je fais delete et je réactive une autre appartenance. Enfin, j'ose cette comparaison parce que je sens que le numérique comme technologie ne peut pas s'accompagner d'une métaphysique. Derrière toute technique, il y a une métaphysique, les philosophes l'ont bien montré. Je donne quelques exemples. Oui, par exemple, je donne l'exemple d'un jeune féru de musique moderne qui fait la prière, qui ne boit pas d'alcool, mais qui n'a pas d'objection à ce que sa femme le fasse. C'est une configuration qui n'existe pas en général. Un autre exemple, une jeune arabe, issue d'un pays arabe, se présente comme étant queer, c'est-à-dire ayant une sexualité non normative, mais qui est vierge en même temps. Et vierge parce qu'elle respecte les consignes de sa maman, mais elle se présente comme queer. Nous remarquons aussi que de nouvelles identités sont revendiquées et que j'appelle des identités dissidentes. Elles ne portent pas sur l'appartenance à une origine idéalisée, mais sur l'appartenance à une communauté devenue politique par une identification horizontale entre les membres de la communauté et un refus vertical des autorités, des figures de l'autorité, du pouvoir surtout. Ce qui les différencie des masses décrites par Le Bon et par Freud. Parce que la masse décrite par Freud, dans cette masse, il y a des individus qui ont mis, je cite Freud, ont mis un même et un seul objet à la place de leur idéal du moi et se sont par la suite identifiés les uns aux autres dans leur moi. J'ai remarqué par exemple l'apparition d'une appartenance revendiquée à la Houma, le quartier populaire surtout. On ne dit pas, en Tunisie, on ne dit pas Houma d'un quartier chic. C'est surtout des quartiers assez populaires.
Cette appartenance a créé un adjectif roumain. Une chanson, surtout dans une chanson de rap sortie en 2013 et qui a eu beaucoup de succès, c'est la chanson de Cafon qui s'appelle d'ailleurs Roumanie, qui porte ce titre. Et le refrain de cette chanson est l'adjectif Roumanie. Et dans cette chanson, il dit nous vivons comme des ordures dans la poubelle. C'est pas très joyeux. Mais bon, dans la chanson, c'est une chanson qui critique le président à l'époque et qui est très humoristique. Cette identité de Roumanie, on la retrouve aussi chez Balti, un autre rappeur tunisien. Et Balti dit dans une chanson, oppose Roumanie à Houkoum, Houma Ahkoum. Et j'ai compris, d'après les sketchs, les vidéos humoristiques publiés par les jeunes, que être Roumanie, ça veut dire ne pas céder à la répression policière, s'opposer à la Houkoum, voilà. La Houkoum quand elle est oppressive. Cette identité donc, est affirmée généralement contre la répression policière. Je ne suis pas outillée pour parler, par exemple, du mode de fonctionnement des groupes de jeunes dans les quartiers où il y a souvent une confrontation avec les forces de l'ordre. Mais j'ai vu des jeunes du quartier Tavam, le quartier le plus peuplé à Tunis, ça compte à peu près 1,5 million d'habitants. Je les ai vus manifester, ça fait 2 ou 3 ans, en tant que tels, en tant qu'habitants de quartiers populaires. Ils portaient des slogans contre la stigmatisation, pas seulement contre la répression policière. Et je peux dire que ces appartenances dissidentes sont pourvoyeuses de sens et plutôt émancipatrices car elles créent du lien et de l'action politique, très souvent, plus que de la violence. Elles ne sont pas des appartenances apaisées, mais apaisantes. L'autre cas d'appartenance dissidence, je termine, parce que je n'aurai pas le temps de développer on sur les communautés LGBT. LGBTQI+, on dit. Quelqu'un a proposé moi. Ce sont des communautés de jeunes qui existent dans la société, qui existent à Tunis, au Maroc, en Algérie, qui existent sur Facebook, dans des pages Facebook très fréquentées par les jeunes. Qu'est-ce qu'ils contestent? Ils contestent surtout la répression sexuelle et la non-reconnaissance de ce qu'on appelle maintenant les transidentités. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.